de figuier, parce que l'arbre de figuier, la feuille est assez grande. Et merci. Alors, chauviniste. non, trois questions. D'accord. Puis, donc, Monsieur Satis Savas et les autres intervenants. Bon, tout à l'heure, le professeur a mentionné la question de la légitimité ou la reconnaissance internationale du régime de Bachar. L'Union européenne dénie à Bachar al-Assad toute légitimité. Et elle dénie toute légitimité à Bachar al-Assad en raison à la fois de ses politiques et de ses exactions. Et par exaction, j'entends tout ce qui fait l'objet de rapports très documentés des Nations Unies, de commissions d'enquête, des rapports de l'envoyé spécial des Nations Unies. Et donc c'est sur la base de ces exactions qui sont avérées, chimiques, barrel bombs, etc., que nous avons pris la décision, et cela il y a plus de 2 ans, de suspendre toutes nos relations avec le régime de Bachar al-Assad et de reconnaître la légitimité de l'opposition syrienne. Donc, nous considérons et nous continuons de considérer que les exactions que Bachar al-Assad commet contre son peuple, et qui ont largement contribué à porter à plus de 250 000 le nombre de morts, 7 millions le nombre de déplacés, 4 millions le nombre de réfugiés en dehors des frontières de la Syrie. Ces exactions en font de Bachar al-Assad l'un des principaux vecteurs d'instabilité en Syrie et dans la région. Et c'est dans ces circonstances-là que l'on estime que Bachar al-Assad n'a aucun rôle à jouer dans le futur de la Syrie. Donc c'est mieux les islamistes. Donc, je répète, ce n'est pas avec des démarches que nous restaurerons des relations diplomatiques avec Bachar al-Assad. Nous estimons qu'il n'a plus aucun rôle à jouer dans le futur de la Syrie. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question d'un processus politique qui conduira à cette transition. Et c'est ce qui fait l'objet de tous les travaux de la communauté internationale à Genève et ailleurs en ce moment. La deuxième question portait sur l'émergence de Daesh. Oui, l'émergence de Daesh fait l'objet des travaux, évidemment. Nous avons suivi cette dérive, la radicalisation, la montée des extrémismes, la montée en puissance de groupes terroristes en Syrie. Ça fait vraiment partie du problème. C'est tout? Monsieur Bellato et les autres intervenants, il y a 3 questions. Choisissez la question à laquelle vous souhaitez. Alors je vais répondre à la question sur Tarek Aziz et l'Irak parce qu'il m'incombe de dire que Tarek Aziz a pu dire ce qu'il a dit parce qu'il était représentant d'un parti politique qui était le BAS. Le BAS, c'était un parti politique qui avait à la base de son programme la réunification du monde arabe. Donc Tarek Aziz faisait partie d'un parti politique et a pu dire ce qu'il a dit parce que son parti politique était le premier qui ne reconnaissait pas les frontières de son pays, mais plutôt des frontières bien plus vastes que celles de son pays. Et donc, par rapport à ce qu'il a dit, je pense que je ne connais pas cette citation, mais je vous remercie, je la rajoute à ma liste. Mais, par rapport à ce qu'il a dit, je pense qu'il se référait au Bat Nahrain, plutôt qu'à l'Irak, qui est une construction, vous le savez bien, qui n'existait pas avant la Première Guerre mondiale. Donc, la deuxième question par rapport à... Bon, moi j'ai cité Jamal Abdin al-Afghani, Mohamed Abdour. Ok, c'était pour dire que avant l'époque de la Nahda, au début du XXe siècle en Égypte, cette grande aventure de la pensée libre que le monde arabe a vécue, avant même cette époque, il y avait eu une réflexion qui précède en quelque sorte l'avènement de ces grands penseurs éclairés et qui était l'époque de Mohamed Abdour et Jamal Abdin al-Afghani, qui avait un discours qui était absolument remarquable dans la mesure où était basé, et je n'ai pas pu le dire, mea culpa, d'accord, et qui était absolument basé sur un sentiment, une volonté de, non pas d'adapter l'islam ou le monde arabe à la modernité, mais de développer quelque chose qui est tout à fait différent par rapport au concept de modernité. Cela dit, malheureusement, cette aventure s'est mal terminée avec les frères musulmans qui nous ont par contre amené les symboles les plus rétrogrades de l'islam et ce que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez répéter à l'anglais la question à Madame Layeb?
Mrs. Pilayeva, thank you for your interest. I asked question concerning Mr. Saakashvili. Mr. Saakashvili. When he came in the presidency of Georgia, budget was growth was 20%, 20 times then during the time of Mr. Shevardnadze. And according to information, the Georgia was the center of illegal exportation of weapons. Do you see the same risk with the crazy, the new situation in Ukraine? No. Well, thank you for your question. That is really, is going far beyond the Middle East, let's say. So, well, as for Mr. Saakashvili and his actions when he was Georgian president, well, I think that it's no need to repeat Russian position. You've heard it many times on TV and, if you see any connection between recent appointment of Mr. Saakashvili as the mayor of Odessa to Ukraine. Mrs. Ferrero-Waldner, she was the commissary for the foreign affairs, told in the European Parliament the budget of buying hold weapons was 12 times then during the time of Mr. Shevardnadze. And after according, the question was, where are going those weapons? Well, actually, I think that it's not my competence, frankly Yes. speaking. So No problem. maybe you could focus on the Middle East and. I would like to add also on the first question on Mr. Assad, because I would like to make some points that Russia is not advocating Mr. Assad personally. We think that just the fact that there were recently the elections, for example, Russian observers were present at these elections, and it was in fact impossible to carry them out on the whole territory of Syria because of, that who controls significant territories here. But the vote, which was held on where it would take place, showed that still the significant number of Syrians voted for Mr. Assad. Why they did it? Maybe not just because they love him and they really want him as a future leader forever, but still they see another possible development which could happen to them if all the countries controlled by ISIS or some other countries. So it's really a factor that cannot be ignored and cannot be excluded, and it's really counterproductive to do so, given the security situation on the ground. Thank you. Monsieur Bellato, vous voulez prendre la parole? Pas seulement pour commenter peut-être sur la question du rôle de Assad. Évidemment, on doit être en même temps idéaliste et réaliste. Donc, être réaliste, je crois que, mon jugement personnel, ça veut dire aussi se rendre compte qu'on ne peut pas imaginer une future de la Syrie avec le président Assad, mais en même temps, il faut sauvegarder les structures de l'État syrien, donc les institutions de l'État syrien. On ne doit pas répéter l'erreur commise en Irak. Et donc, il y a cette urgence de quelque façon trouver un moyen créatif, si l'on veut, de promouvoir ce processus politique, mais avec des objectifs clairs. Donc ça, je crois qu'il y a la possibilité de concilier, disons, de contempérer les deux éléments. Donc, merci beaucoup, Monsieur Bellato. Je partage abstraitement l'idée, l'idée d'un compromis entre réalisme
visant à sauvegarder une structure étatique qui passerait la main à des démocrates, et donc à des pouvoirs qui réconcilient la base des Syriens, les multiples minorités protégées aujourd'hui par la structure étatique.